Vous est-il déjà arrivé de vous sentir démuni lorsque votre enfant pique une crise à cause d'une partie de jeu de société perdue, ou quand vous ne savez pas comment le réconforter après son premier grand échec scolaire? Nous voulons tous que nos enfants deviennent forts, confiants et capables d'affronter les tempêtes de la vie. Pourtant, le monde moderne ne semble proposer que deux voies, soit l'hyperprotection qui crée des enfants sous cloche, soit une sévérité excessive qui brise leur esprit. Et si je vous disais qu'il existe une troisième voie, une philosophie ancestrale qu'utilisaient les empereurs et les généraux pour conserver leur lucidité au milieu du chaos des batailles? Ce système est parfaitement adapté pour élever nos enfants au XXIe siècle. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment les principes du stoïcisme peuvent vous transformer, vous, le parent anxieux, en un mentor sage, et faire de votre enfant une personne émotionnellement résiliente et réfléchie. Êtes-vous prêt à découvrir des secrets vieux de plus de 2000 ans? Alors, commençons. Avant de plonger dans la pratique, permettez-moi de déconstruire un mythe majeur. Lorsque les gens entendent le mot stoïcien, ils s'imaginent souvent une personne insensible, qui refoule toute émotion. C'est fondamentalement faux. Le stoïcisme, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de celle-ci. Il ne s'agit pas d'être une idole de pierre, mais d'être un roc inébranlable contre lequel viennent se briser les vagues des adversités de la vie. Cette philosophie est née en Grèce antique, mais a connu son apogée à Rome. Ses adeptes étaient des personnes très diverses, de l'esclave Épictète à l'homme le plus puissant du monde, l'empereur Marc Aurèle, qui écrivait ses célèbres pensées entre deux campagnes militaires. Tous partageaient un objectif commun, trouver un outil pratique pour la vie, un moyen de maintenir la paix intérieure et d'agir correctement, peu importe le chaos ambiant. C'est précisément cet outil que nous allons adapter pour le travail le plus important au monde, l'éducation de nos enfants. Donc par où commencer, n'est-ce pas? La véritable clé de voûte du stoïcisme, c'est ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle. Ça a l'air compliqué, mais l'idée est incroyablement simple. Les stoïciens divisaient absolument tout dans le monde en deux catégories, ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Dans la première catégorie, on trouve nos pensées, nos jugements, nos décisions et nos actions. Dans la seconde, c'est pratiquement tout le reste. La météo, les actions des autres, notre santé, notre réputation ou même les résultats des compétitions. La principale source de notre souffrance, selon les stoïciens, est justement cette tentative de vouloir maîtriser l'incontrôlable. Prenons cet exemple. Votre enfant a révisé pour une interro, mais il a eu une mauvaise note. Il est contrarié et c'est tout à fait normal. Mais sur quoi se concentre-t-il? Sur la note elle-même qu'il ne peut plus changer ou sur ce qu'il contrôle réellement, analyser ses erreurs, mieux se préparer pour la prochaine fois, demander de l'aide? Le rôle du parent stoïcien est de déplacer doucement le centre d'attention de l'enfant du résultat extérieur vers l'effort interne. C'est un changement fondamental qui lui enseigne la responsabilité et non l'impuissance. Prenons un exemple concret. Imaginons que votre fille participe à un concours de dessin scolaire et ne remporte aucun prix. Sa première réaction? Les larmes et la frustration. Les juges sont injustes, mon dessin était le meilleur. Que ferait un parent ordinaire? Soit il se joint à l'enfant pour critiquer les juges, soit il tente de minimiser en disant « Arrête de pleurer, ce n'est qu'un concours ». L'approche stoïcienne, elle, est radicalement différente. Vous commencez par valider ses sentiments. Je comprends que tu sois très déçu, tu as fourni tellement d'efforts. Puis, vous lui posez des questions basées sur la dichotomie du contrôle. Avions-nous un quelconque moyen d'influencer la décision des juges? Non. Et qu'est-ce qui était réellement en ton pouvoir? Ensemble, vous concluez que ce qui était sous son contrôle était le choix du sujet, l'application et le temps consacré à son dessin. Et vous la félicitez spécifiquement pour ça. Tu as choisi une technique complexe sans avoir peur de l'échec. Tu as travaillé chaque soir, sans relâche, pendant toute une semaine. Je suis fier de ton engagement. De cette façon, l'enfant apprend à valoriser le processus et son effort personnel, bien plus que la simple approbation externe. Cette pratique simple forge une véritable force intérieure, une résilience que même la plus grande des déceptions ne pourra jamais briser.
Passons maintenant au principe suivant, tout aussi fondamental. Les stoïciens enseignaient que la seule véritable richesse est la vertu, c'est-à-dire notre caractère profond. Tout le reste, l'argent, la gloire, la santé, les biens matériels, n'est que ce qu'ils appellent des indifférents préférables. Ces choses peuvent rendre la vie plus confortable, certes, mais elles ne peuvent en aucun cas la rendre intrinsèquement bonne ou mauvaise. Comment appliquer ce principe à l'éducation d'un enfant? Plutôt que de le féliciter pour une bonne note, valorisez sa curiosité. Au lieu d'admirer la victoire physique, faites l'éloge de son courage à défendre les plus faibles. Et au lieu de lui offrir un jouet coûteux pour le récompenser de sa bonne conduite, passez du temps avec lui, montrez-lui la valeur des liens humains. Notre culture est obsédée par les signes extérieurs de réussite, mais le stoïcisme nous apprend à voir au-delà des apparences. Lorsqu'un enfant comprend qu'être bon, honnête et courageux est bien plus important qu'être populaire ou posséder le dernier gadget à la mode, il s'immunise contre de nombreux maux contemporains, l'envie, le consumérisme et cette course effrénée aux likes. Votre mission est de faire de la vertu la monnaie d'échange principale au sein de votre foyer. Une illustration simple de cette idée. Votre fils rentre de l'école et se vante d'avoir triché à un examen pour décrocher une excellente note. Quelle serait la réaction? On pourrait bien sûr le gronder pour avoir menti, mais l'approche stoïque est beaucoup plus profonde. Vous pourriez vous asseoir et discuter avec lui. Je comprends que tu voulais avoir une bonne note, mais réfléchissons un instant. Qu'est-ce qui est le plus important, ce chiffre sur ton bulletin ou la personne que tu deviens? En trichant, tu n'as pas seulement dupé le professeur, tu t'es dupé toi-même. Tu t'es privé de l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau et de t'améliorer. L'honnêteté, c'est comme un muscle. Si tu ne le travailles pas, il s'affaiblit. L'objectif de cette discussion n'est pas de le couvrir de honte, mais de lui montrer que le caractère et l'honnêteté sont des investissements à long terme en soi, alors qu'une note n'est qu'un résultat immédiat et, en fin de compte, sans grande importance. Vous ne vous contentez pas d'interdire le mal, vous expliquez pourquoi il est bénéfique d'être bon. Cela forge chez l'enfant une boussole morale intérieure qui le guidera toute sa vie, même lorsque vous ne serez plus là pour lui donner des conseils. Passons maintenant à une technique qui peut paraître étrange, mais qui est d'une efficacité redoutable. Les stoïciens l'appelaient la premeditatio malorum, ce que l'on peut traduire par l'anticipation des difficultés. Ça sonne sombre, c'est vrai, mais en réalité, c'est un outil puissant pour développer notre résilience. L'idée est de visualiser à l'avance les problèmes et les échecs potentiels, non pas pour sombrer dans la panique, mais pour s'y préparer moralement et concrètement. Avec les enfants, cette technique fonctionne à merveille. Avant un événement important, comme un spectacle scolaire, vous pourriez leur demander « Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ?» L'enfant pourrait répondre « J'oublierai mon texte ». Vous poursuivez. Et que se passera-t-il alors? Les autres vont rire, peut-être, mais qu'est-ce qu'on pourra faire si jamais tu as un trou de mémoire? Ensemble, vous élaborez un plan. Regardez l'enseignant, prendre une grande respiration, sourire et tenter de reprendre depuis le début. En verbalisant le pire scénario possible, vous lui ôtez toute sa puissance. La peur de l'inconnu s'évanouit et l'enfant comprend qu'il est possible de gérer même un échec. C'est ainsi que l'inquiétude se transforme en préparation. De nombreux parents hésitent à adopter cette méthode de peur qu'elle ne pousse leur enfant vers le pessimisme. Mais c'est un mythe très répandu. En réalité, c'est tout le contraire. La préméditation des mots est un véritable vaccin contre la fragilité. La psychologie positive moderne nous encourage souvent à dire aux enfants « Tu vas y arriver, tu es le meilleur ». Cela crée des attentes irréalistes. Or, lorsque l'enfant se heurte à la réalité, celle où il n'est pas toujours le meilleur et où les choses ne se passent pas toujours comme prévu, son monde s'écroule. L'approche stoïcienne est bien plus honnête et efficace. Elle dit « Tu risques de rencontrer des difficultés, tu pourrais échouer, mais ce n'est pas la fin du monde. Tu as la force de t'en sortir. » Cette méthode ne programme pas l'échec, elle programme la résilience. Elle apprend à ne pas avoir peur de tomber, car l'enfant sait déjà comment il va se relever. Cela forge non pas un optimisme fragile, mais une solide confiance en soi, indépendante des circonstances extérieures. Et c'est là l'un des cadeaux les plus précieux que vous puissiez faire à votre enfant.
Le principe stoïcien suivant porte un nom poétique, amor fati, l'amour de son destin. C'est l'idée de ne pas seulement accepter ce qui arrive, mais de l'accueillir à bras ouverts en voyant dans chaque événement, même négatif, une opportunité de croissance. C'est le niveau le plus élevé du stoïcisme, mais on peut tout à fait en inculquer les éléments de base aux enfants. Bien sûr, il ne s'agit pas d'exiger qu'un enfant se mette à aimer une jambe cassée ou la défaite de son équipe favorite, mais on peut lui apprendre à y dénicher quelque chose de positif ou d'utile. Tu t'es cassé la jambe? Quel temps gagné pour lire des livres ou apprendre la programmation? L'équipe a perdu. C'est une excellente occasion d'analyser les erreurs et de revenir plus fort lors du prochain match. Le rôle du parent est d'être, en quelque sorte, un traducteur de la réalité. Il s'agit d'aider l'enfant à reformuler le « c'est horrible » en « c'est un défi » et voici ce que je peux en tirer comme leçon. Cette compétence, cette capacité à trouver la bonne nouvelle même sous les nuages les plus sombres, c'est une véritable superpuissance pour mener une vie heureuse. Imaginez la scène. Vous aviez tout prévu pour aller au parc d'attractions, mais dès le matin, c'est la douche froide, une pluie battante s'abat. L'enfant est en larmes, la journée semble gâchée. Votre première réaction, c'est de vous laisser submerger par la frustration aussi. Mais comment réagirait un parent stoïque? Il ou elle prendrait l'enfant dans ses bras, reconnaîtrait sa déception, puis dirait « Oui, la pluie a chamboulé nos projets. C'est un fait que nous ne pouvons absolument pas contrôler. Mais quelle opportunité cette situation nous offre-t-elle? Nous pourrions construire la plus grande forteresse de coussins, organiser un marathon de dessins animés avec du pop-corn, ou enfin faire ces fameux biscuits pour lesquels nous n'avons jamais le temps. » Vous n'ignorez pas le problème, mais vous ne le laissez pas non plus ruiner votre journée. Vous démontrez que le bonheur n'est pas le résultat de circonstances idéales, mais le résultat de la façon dont nous choisissons de réagir à ces circonstances. En pratiquant l'amor fati dans ces petits détails du quotidien, vous apprenez à votre enfant à ne pas être la victime des événements, mais leur maître. Vous lui enseignez l'art de transformer les citrons en limonade, et cette compétence est absolument inestimable. Juste à côté de l'amor fati se trouve une autre idée stoïcienne célèbre que l'on pourrait résumer par la formule « l'obstacle est le chemin ». En clair, cela signifie que toute difficulté que nous rencontrons n'est pas un barrage, mais une véritable occasion de mettre en pratique une certaine vertu, la patience, le courage, la créativité ou la persévérance. Pour les enfants, c'est une conception extrêmement importante. Ils n'arrivent pas à assembler un jeu de construction compliqué. Parfait, c'est un entraînement à la persévérance. Ils se sont disputés avec un ami. C'est l'occasion d'apprendre à pardonner et à négocier. Leurs devoirs sont ennuyeux. C'est une chance de développer leur discipline. Quand un enfant commence à percevoir les problèmes non plus comme une punition, mais comme des outils pour muscler son caractère, son attitude face à la vie change radicalement. Il cesse d'éviter les difficultés et commence à y voir un véritable défi. Votre rôle en tant que parent est de mettre en lumière ces moments. Ne résolvez pas le problème à la place de votre enfant, mais demandez-lui plutôt, à ton avis, quelle superpuissance cette petite difficulté va-t-elle t'aider à développer? Cela transforme le processus de dépassement en un jeu captivant. Prenons un exemple. Votre enfant apprend à faire du vélo. Il tombe, se fait des bobos, pleure et veut tout abandonner. La réaction typique d'un parent est « laisse-moi t'aider, je vais te tenir ». Au final, l'enfant avance, mais il n'apprend pas à trouver son équilibre par lui-même. L'approche stoïcienne, c'est de dire « oui, tomber est désagréable ». Mais chaque chute apprend à ton corps comment garder l'équilibre. Cette éraflure, c'est le signe que tu deviens plus courageux. Regarde, tu as déjà parcouru 2 mètres de plus que la dernière fois. Vous déplacez le centre d'attention de la douleur et de l'échec vers le processus d'apprentissage et le développement du courage. L'obstacle, la chute, devient une partie intégrante, voire nécessaire, du chemin vers l'objectif. Vous pouvez même compter ensemble les chutes comme des marques de bravoure. Cette approche ne fait pas qu'aider l'enfant à apprendre le vélo plus vite,
Elle lui forge une compréhension fondamentale. La progression est impossible sans effort et sans erreur. Elle lui montre que les plus grandes réussites se trouvent de l'autre côté des plus grandes difficultés. Cela le prépare non pas seulement à faire du vélo, mais à la vie elle-même. Abordons maintenant le rôle parental. Le principe fondamental de l'éducation stoïcienne est d'être l'exemple. Les enfants, surtout les plus jeunes, retiennent non pas ce que nous disons, mais ce que nous faisons. Vous aurez beau leur faire 100 discours sur la dichotomie du contrôle, si vous vous mettez vous-même à hurler contre la télévision lorsque votre équipe favorite perd, ou si vous paniquez pour un jus renversé sur le tapis, tous vos mots seront vains. Votre réaction face aux petits tracas du quotidien constitue la leçon de stoïcisme la plus concrète que vous puissiez donner à votre enfant. Imaginez, vous êtes coincé dans un embouteillage, en retard pour une réunion cruciale. Quelle est votre réaction? Vous klaxonnez nerveusement, vous pestez contre les autres automobilistes, ou bien dites-vous calmement « Bon, nous sommes bloqués. C'est un événement que nous ne contrôlons pas. Mais qu'est-ce que nous pouvons contrôler? Nous pouvons appeler pour prévenir de notre retard, et nous pouvons mettre un livre audio et profiter de ce temps. » L'enfant intègre ce modèle de comportement. Il comprend que les événements extérieurs ne sont pas censés dicter notre état intérieur. Être un modèle stoïque, ce n'est pas viser la perfection, c'est être honnête dans ses efforts. Si vous craquez, si vous criez sur votre enfant, l'important est de revenir vers lui pour lui dire « Excuse-moi, j'ai eu tort, j'ai cédé à la colère, alors que j'aurais pu réagir plus calmement. Réfléchissons ensemble à ce que j'aurais pu faire différemment. » Cela montre à l'enfant que la maîtrise de soi est une compétence qui se travaille toute la vie et que même les adultes font des erreurs. Cela crée une atmosphère de confiance et de croissance mutuelle. Rappelez-vous que votre maison est la salle d'entraînement de vos vertus stoïques. Chaque tasse cassée, chaque dispute pour un jouet, chaque revers est une occasion de montrer par l'exemple comment on peut relever les défis de la vie avec dignité, raison et sérénité. Vos enfants vous observent, et la manière dont vous abordez la vie deviendra leur guide interne pour les années à venir. C'est pourquoi la question principale que doit se poser un parent stoïque n'est pas « comment puis-je enseigner cela à mon enfant ?», mais plutôt « comment puis-je devenir moi-même cette personne ?» Les stoïciens nous ont aussi légué un autre outil très pratique, l'inconfort volontaire. L'idée est de sortir volontairement et régulièrement de sa zone de confort afin de forger l'esprit et le corps. Cela nous rend moins dépendants de nos commodités et mieux préparés aux véritables privations, si jamais elles devaient survenir. Bien sûr, dans le contexte de l'éducation, cela ne signifie absolument pas qu'il faut affamer les enfants ou les forcer à dormir sur le sol. Il s'agit plutôt de microdoses d'inconfort. Par exemple, on peut suggérer à l'enfant de prendre une douche fraîche au lieu d'une douche brûlante, ou de marcher 2 arrêts au lieu de prendre le bus, ou de goûter un aliment nouveau qu'il ne connaît pas. On peut organiser une journée sans écran ou faire une randonnée avec une nuit en tente. L'essentiel, c'est que ce soit un choix conscient, présenté comme un jeu ou un défi, et surtout pas comme une punition. L'objectif est de montrer à l'enfant qu'il est beaucoup plus fort et résilient qu'il ne le croit, et que l'absence de son confort habituel n'est pas une catastrophe, mais simplement une autre manière de vivre. Imaginez que vous apprenez à nager à un enfant. Vous n'allez pas le laisser barboter éternellement dans le petit bassin. À un certain moment, vous devrez l'emmener vers la profondeur. L'inconfort volontaire, c'est exactement cette profondeur dans la vie de tous les jours. Quand l'enfant prend sa première douche froide, il est d'abord sous le choc, mais il ressent ensuite un puissant élan de vitalité et une grande fierté personnelle. Quand il marche 1 kilomètre de plus que d'habitude, il est fatigué, mais il découvre ce dont ses jambes sont capables. Ces petites victoires sur sa propre faiblesse construisent sa confiance en lui bien plus efficacement que n'importe quel compliment. Il acquiert un savoir empirique, je peux gérer les difficultés. Et lorsque le véritable inconfort, celui qui n'est pas choisi, la maladie, l'échec, la perte, surviendra dans sa vie, il disposera déjà de la ressource intérieure nécessaire pour y faire face dignement. Il saura que le malaise n'est qu'un état temporaire, que l'on peut endurer et dont on ressort grandi. C'est cela, la véritable préparation à la vie réelle, et non l'attente passive dans une éternelle zone de confort.
Abordons maintenant la question des émotions. Comme nous l'avons déjà vu, les stoïciens ne prônaient pas la suppression des sentiments. Ils invitaient plutôt à les analyser. L'idée clé chez les stoïciens, c'est qu'il existe un écart, un espace entre l'événement et notre réaction émotionnelle. Et c'est dans cet écart que réside notre jugement, notre évaluation de l'événement. Ce n'est pas le jouet cassé qui bouleverse l'enfant, mais son jugement. C'est horrible, je ne serai plus jamais heureux. Le rôle du parent est d'aider l'enfant à visualiser cet écart et à travailler sur son jugement. Pour cela, il existe une excellente technique, la pause. Lorsque vous sentez que votre enfant est sur le point de s'énerver ou de se mettre en colère, vous pouvez lui dire « Stop », on appuie sur pause. Prenons 3 grandes respirations. Cette simple pause physique permet à l'esprit de reprendre le dessus et à la raison de s'activer. Ensuite, vous pouvez poser des questions. Qu'est-ce que tu ressens exactement là? Pourquoi est-ce que tu penses même ça? N'y a-t-il pas une autre façon d'interpréter la situation? Vous enseignez ainsi à votre enfant à ne pas céder à la première réaction impulsive, mais à devenir un véritable explorateur de ses propres émotions. Prenons un exemple concret. Le petit frère a pris le jouet de l'aîné sans lui demander, et ce dernier est au bord de l'explosion de colère. Au lieu de crier « Arrête immédiatement », vous adoptez l'approche stoïque. Vous lui dites « Je vois que tu es très en colère. C'est tout à fait normal, il a pris ta chose. Faisons une pause et réfléchissons ensemble. » Vous l'emmenez à l'écart, vous lui donnez le temps de reprendre son souffle, puis vous lui demandez « Penses-tu qu'il a fait cela dans le but précis de te mettre en colère ?» L'aîné répondra probablement « Oui ». Alors vous enchaînez. Mais quelles pourraient être les autres raisons? Peut-être que sa petite voiture lui plaisait tellement qu'il n'a pas pu résister. Peut-être qu'il est encore trop petit pour comprendre qu'il doit demander la permission. Vous n'excusez pas l'acte du plus jeune, mais vous élargissez la perception du monde de l'aîné. Vous lui montrez que son jugement initial, il a fait ça juste pour m'embêter, n'est qu'une des versions possibles de la réalité. Cela lui enseigne l'empathie et l'esprit critique. Et surtout, cela donne à l'enfant un outil essentiel pour gérer sa colère qu'il pourra utiliser toute sa vie, la capacité de s'arrêter, de réfléchir et de choisir sa propre réaction. Ce principe de gestion des jugements est sans doute le plus fondamental. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » C'est une règle d'or qu'il est indispensable d'expliquer aux enfants en adaptant le langage à leur niveau. Prenons un exemple. Votre enfant n'a pas été invité à l'anniversaire d'un camarade. Sa première réaction est de se dire « Je ne suis aimé de personne, je suis un raté ». Cette interprétation lui cause une douleur émotionnelle considérable. Votre rôle est alors de l'aider à distinguer le fait de l'interprétation. Le fait « tu n'as pas été invité à cette fête spécifique ». L'interprétation « je ne suis aimé de personne ». Vous pouvez vous asseoir à côté de lui et lui dire « oui, c'est légitime de se sentir blessé. Mais est-ce que ce cas unique prouve que personne sur terre ne t'aime et ton ami Thomas, avec qui tu as joué toute la journée hier, et ta grand-mère qui est toujours si heureuse de te voir, vous ne minimisez pas sa peine, mais vous mettez en doute son jugement catastrophiste. Vous lui apprenez à être son propre avocat de la défense plutôt que son procureur. Cette compétence est le fondement même de la santé mentale. Savoir ne pas prendre la première pensée négative pour argent comptant, c'est se protéger efficacement contre l'anxiété et la dépression. Prenons un autre bon exemple, notre rapport à l'erreur. Dans notre culture, on considère souvent l'erreur comme un échec cuisant, comme quelque chose d'humiliant. L'enfant hésite à lever la main en classe, de peur de donner une mauvaise réponse. Il craint d'essayer de nouvelles choses simplement par peur d'échouer. La vision stoïcienne de l'erreur est radicalement différente. L'erreur n'est pas un échec, c'est un retour d'information, c'est une simple donnée qui indique qu'il faut changer de méthode. En tant que parent, vous pouvez aider à cultiver cette approche. Lorsque votre enfant vous ramène un devoir rempli de corrections, ne vous focalisez pas sur l'encre rouge. Dites-lui « Fantastique, maintenant tu sais exactement sur quoi tu dois travailler. Chaque erreur te rend plus intelligent car elle t'indique le chemin vers la bonne solution. » Racontez-lui des histoires de grands scientifiques qui ont commis des milliers d'erreurs avant de faire leur découverte.
partagez vos propres erreurs et expliquez-lui ce qu'elles vous ont appris. C'est ainsi que vous transformez la perception même de l'erreur. D'un phénomène effrayant et honteux, elle devient un élément nécessaire, voire précieux, de l'apprentissage et de la croissance. Cela libère l'enfant et lui donne le courage d'essayer, de prendre des risques et de s'épanouir. Abordons pour finir la question de la simplicité et de l'appréciation de l'instant présent. Même les stoïciens les plus fortunés, comme Sénèque, prônaient la modération et chérissaient les plaisirs simples. Ils avaient saisi que la course au bien matériel est une quête sans fin, une spirale qui n'apporte pas le bonheur. Dans un monde où nos enfants sont submergés par une avalanche de publicité et par le culte de la consommation, cette leçon est primordiale. Apprenez à vos enfants à valoriser l'expérience plutôt que la possession. Au lieu d'acheter un énième jouet coûteux qui sera oublié au bout d'une semaine, partez en randonnée, cuisinez un nouveau plat ensemble ou partagez la lecture d'un livre. Montrez-leur à trouver de la joie dans les choses simples, une balade en forêt, une conversation autour du dîner ou même simplement l'observation des nuages. Ceci est étroitement lié à une autre pratique stoïcienne, le memento mori ou souviens-toi que tu vas mourir. Il faut bien sûr adapter cette notion pour les enfants. L'objectif n'est pas de les effrayer, mais de leur apprendre à chérir le présent. Dites-leur, profitons pleinement de cette promenade maintenant, car elle ne sera plus jamais exactement la même. Cela développe la pleine conscience et la gratitude. Comment cela se présente-t-il en pratique? Par exemple, vous pouvez instaurer la tradition familiale de la soirée de gratitude où, pendant le dîner, chacun partage 3 événements positifs de sa journée. Ce peuvent être les choses les plus simples. C'était délicieux. J'ai vu un magnifique papillon. On a ri ensemble. Cette simple pratique déconnecte le cerveau de la recherche de problèmes pour l'orienter vers la recherche de motifs de joie. Ou bien, lorsqu'un enfant réclame un nouvel objet coûteux qu'il a vu chez un ami, au lieu de simplement refuser, vous pouvez engager le dialogue. Je comprends que tu aies envie de cet objet. Mais réfléchissons. Quel genre de joie cela t'apporterait-il? Et qu'est-ce qui pourrait t'apporter la même joie, mais que nous ne pouvons pas acheter? Cela apprend à l'enfant à sonder son cœur et à comprendre les véritables sources de ses désirs et de son bonheur. Vous éduquez une personne qui cherche la satisfaction non pas dans le monde extérieur des objets, mais dans le monde intérieur des sens, des relations et des expériences. Une telle personne ne peut être rendue malheureuse en lui retirant un jouet ou un gadget, car son bonheur se trouve à l'intérieur d'elle-même. Alors, récapitulons. L'éducation selon les principes stoïciens n'est pas un ensemble de règles strictes, ni une tentative de former de petits philosophes insensibles. C'est plutôt un cadre de référence complet, une boîte à outils pratiques qui aide à la fois les parents et les enfants à vivre de manière plus significative, plus sereine et plus heureuse dans notre monde complexe et imprévisible. Les idées essentielles à retenir sont, premièrement, la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui nous échappe, et deuxièmement, la concentration sur nos efforts plutôt que sur le résultat final. C'est aussi la capacité de voir dans chaque obstacle non pas une barrière, mais un chemin vers le développement et le renforcement de notre caractère. Et bien sûr, c'est cette prise de conscience que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous rendent malheureux, mais le jugement que nous portons sur eux. En intégrant ces principes dans votre foyer, vous n'offrez pas seulement à votre enfant un ensemble de conseils, mais un véritable système d'exploitation pour la vie qui l'aidera à faire face à toutes les difficultés qui se présenteront sur son chemin. Vous ne cultiverez pas une fleur de serre, mais un arbre robuste capable de résister à n'importe quelle tempête. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quels principes stoïciens utilisez-vous déjà dans votre éducation, peut-être même sans le savoir? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, discutons-en ensemble.